Shalom à toutes et à tous, grâce à Midrash et Yehuda Manitou, on se retrouve, nous sommes dimanche soir et très souvent on a le plaisir de retrouver le Rav Yitzhak Shuraki. Ça y est, on a débuté Bereshit et on passe déjà à la semaine prochaine, on se prépare à Noir. Le titre c'est sur le thème, je l'ai où, je l'ai noté dans la tous à vous, le temps dans la Torah, Noir, le temps dans l'espace. Est-ce que c'est toujours sur les Midrash? Est-ce que c'est toujours un Midrash que vous allez Alors, choisir chaque semaine ou pas? non. On Alors, attend. je explique bonsoir. Non, on change en fait de principe. La paracha, on reste toujours lié avec les parachutes, mais le thème qu'on va suivre tout au long de l'année, ce sera un aspect du temps, de la temporalité, des relations qu'on a vis-à-vis du temps. J'allais dire des temps. Il y a différentes sortes de temps dans la Torah. Et en fonction des parachutes, on verra à chaque fois un autre aspect. C'est un sujet extrêmement vaste qui nous permet d'approcher à la fois en ce qui concerne des principes de halakha, à la fois ce qui concerne des principes de pensée, de philosophie, enfin de tout ce qui peut toucher le rapport au temps dans la paracha. Et donc cette semaine, nous commençons avec la paracha de Noah. En fait, on aurait pu commencer avec Bereshit, où il y a véritablement, j'allais dire, la création du temps, mais là, bon, par les, euh, comment dire, les imprévus, je dirais, du calendrier, on commence d'abord par Noah et Bezrat Hashem, on aura l'occasion de retrouver le temps dans sa création et dans ses différents aspects. Alors, pour commencer Noah, le passage, ou en tout cas ce qui va, comment dire, la question, comme j'ai écrit le temps dans l'espace, comprenez dans l'espace en dehors du globe terrestre. Lorsque Ilan Ramon a fait son vol vers l'espace, il a envoyé une question au Rav de la NASA en Floride, le Rav Chaim Tzvi Koniakov, en lui posant la question comment fixer le jour du Shabbat lorsqu'on n'est pas sur Terre. Alors le Rav Koniakov, c'est un Rav Chabad, il a dit qu'il faut poser une question à comment dire, un spécialiste du problème, et le Rav Levi Yitzhak Alperin, qui était le directeur de l'Institut de la technologie et de la halacha à Jérusalem, à Beit Vegan, a répondu à cette question, lui a envoyé la question, et il a répondu à cette question, il a écrit un livre sur la question qui s'appelle Im Esak Shamayim, si je monte vers les cieux, et donc, environ de 2003, un peu avant le voyage de Ilan Ramon, la question s'est posée. Il commence d'ailleurs le Rav Yitzhak Alperin en disant, comme on sait que dans la paracha, on a certaines lois particulières qui sont Megalgelin Zechut des Zakai, eh bien, c'est un Kiddush Hashem terrible que le premier astronaute israélien qui va dans l'espace pose une question de halacha et Megalgelim Zechut des Zakai, comment décider la façon de calculer le temps quand on n'est pas justement sur le globe terrestre. Entre parenthèses, avant de rentrer dans le sujet lui-même, je rappellerai que Ilan Ramon a emporté avec lui dans l'espace un Sefer Torah particulier. C'était le Sefer Torah du Rav Desberg de Hollande, qui était à Bergen-Belsen et qui avait avec lui, pendant toute sa détention dans le camp, un Sefer Torah miniature, tout petit, et il a fait faire la bar mitzvah à un certain Yoyachin Yosef, qui avait juste 13 ans. Il lui a appris à lire, il a préparé à la lecture de la Torah, et il a lu la Torah à Bergen-Belsen. Et après avoir fait sa bar mitzvah, le Rav Shimon Desberg lui a dit, sentant que la mort de, comment dire, l'un après l'autre, il a dit, tu es jeune, tu as de la chance de t'en sortir, peut-être tu t'en sortiras, je te donne le Sefer Torah, et si tu t'en sors, garde-le et témoigne de tout ce qui nous est arrivé ici. Ce Yehoyachin Yosef est rescapé de la Shoah, est arrivé en Israël et est devenu professeur d'astronomie et a gardé le Sefer Torah. Et lors d'une des rencontres entre ce professeur Joachim Yosef et Ilan Ramon, il lui a dit c'est quoi ce Sefer Torah, il lui a raconté l'histoire et il lui a dit j'ai envie de l'emporter dans l'espace. Et c'est le Sefer Torah qu'il a emporté, qu'il a montré d'ailleurs de loin, comment dire, qu'on a vu dans l'espace. Bien entendu, malheureusement, ce Sefer Torah comment dire, a été perdu avec comment dire, dans l'explosion de la navette à son retour. Mais en tout cas, c'est important. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que récemment, il y a eu une dernière comment dire, prolongation de cette histoire. C'est qu'ils ont reproduit le même Sefer Torah tout petit et il a été emporté à Gaza par les soldats qui lisaient la Torah pendant la guerre avec un Sefer Torah identique au Sefer Torah qui venait de Bergen-Belsen.
Voilà une continuité d'histoire qui n'a rien à voir avec notre sujet, sinon le Kiddush Hashem qui s'est produit à ce moment-là. Et je rajouterai un autre élément toujours lié au Kiddush Hashem, c'est que Hillel Ramon a fait le Kiryat Shema le jour du Shabbat au-dessus de Yerushalayim, et il a dit Am Israël, le peuple Am Netzach et la Torah Torah Netzach, et c'est pour cette raison que de l'espace, il a fait le Kiryat Shema. Voilà en tout cas comment dire, je dirais l'introduction de cette question. Et la question est la suivante. Dans notre journée, il y a 24 heures, mais quand on se trouve dans l'espace, eh bien, la navette fait le tour 16 fois le tour de la Terre en une journée. Comment définir le temps, le jour, dans cette, comment dire, lorsque ce n'est pas nos journées de 24 heures, pour toutes les mitzvot qui sont liées au temps. Voilà une question, je dirais, a priori, vous allez voir, on commence par une question très, je dirais, technique, mais vous allez voir qu'elle a d'autres retombées. Alors, il y a trois possibilités, comment dire, trois options possibles. La première option, c'est de dire, en fait, nos 24 heures sont une journée, même dans l'espace, et on compte 24 heures de la montre et 12 heures de nuit, 12 heures de jour qui vient ensuite. On compte 6 journées de 24 heures et on fait le 7e jour, le jour du Shabbat, indépendamment du mouvement de la navette dans l'espace. Ce qui est quand même problématique parce que si on a des journées qui restent des journées comme sur Terre, on a dans une journée, puisque je vous dis qu'elle fait 16 fois le tour de la Terre, donc on a 16 fois des levées de soleil et 16 fois des couchers de soleil. Et voilà que notre jour sur Terre est défini par justement la Zericha et la Shekia. Alors comment concilier la Zericha qu'on a ici et la Zericha et la Shekia qui seraient 16 Zerichot et 16 Shkiot dans une seule journée. Et comment dire, le passage même de la Shkia, on le voit plusieurs reprises dans la journée, alors que pour nous, la Shkia, c'est le moment justement du passage d'un jour à l'autre. Donc c'est la première position. Deuxième possibilité qui serait possible, ce serait de dire en fait, à chaque fois qu'il y a dans l'espace la Zricha et la Shkia, le lever du soleil et le coucher du soleil, ben, ça fait une journée en fonction de la Zricha et la Shkia. Ce qui nous fait pendant 24 heures, puisqu'il y a 16 Zrichot et 16 Shkiot, il y aurait 16 journées qui passent en 24 heures. Vous avez des journées d'1 heure et demie, de la montre. Ce qui est très comment dire, favorable à entrevoir Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, mais Erev ad Erev, puisqu'on garderait le coucher du soleil jusqu'au coucher du lendemain, mais ça crée des situations surprenantes. Vous aurez à dire le Kiryat Shema 2 fois par jour, le Beshorvecha Uvkumecha, donc 32 fois en 24 heures. À moins qu'on interprète que Beshorvecha Uvkumecha, ça correspond au moment où les astronautes vont dormir et se lèvent, et là, ils dorment plus que simplement 1 heure et demie à chaque fois. Mais ça vous obligerait à mettre les téphilines une fois par jour, donc toutes les 1 heure et demie, il faudrait mettre les téphilines. Ce qui vous obligerait à faire pour les 16 journées qui sont déroulées en 24 heures, 3 filotes par jour, ça vous fait 48 filotes en 24 heures. Et on pourrait ainsi de suite continuer à voir le côté un peu parfois surprenant. Des semaines de 7 fois 1 heure et demie, donc de 10 heures et demie, vous avez 2 Shabbatot en 24 heures, encore une fois. Et je ne parle pas des Moadim et des fêtes de l'année. Une année entière ne fait que durer que 23 jours, avec 2 jours de Rosh Hashanah qui sont 3 heures suivies, qui forment les 2 jours. Il faudrait sonner du chauffard à 2 reprises, etc. D'un autre part, ça réduirait la journée de Yom Kippour, puisque les 24 heures de Yom Kippour seraient, comment dire, beaucoup plus réduites, ou alors le nombre de journées de la fête de Sukkot qui arriverait quasiment à la suite de Kippour. Il vous reste 6 heures pour construire votre soukha, etc. Ça, c'est pour pousser la petite histoire. En tout cas, la première position, ce serait de dire on fait des journées de 24 heures comme sur Terre. Deuxième position, c'est qu'on dit on va faire des journées de Zricha et Shkira, comme sur Terre, et dans ce cas-là, on aurait des journées d'1 heure et demie. Troisième possibilité, c'est de faire, lorsqu'on se trouve dans l'espace, eh bien, suivant l'endroit où on se trouve, au-dessus de l'endroit où on se trouve sur la Terre. Et on dit, ben, on est dans la même, comment dire, le temps est fixé sur Terre et il touche jusqu'au ciel. Ce qui pose d'autres problèmes, c'est que s'il y avait le parcours n'est pas un parcours droit, ben alors à ce moment-là, il y aurait des Shabbatot qui vont et qui viennent, puisqu'on pourrait passer du Shabbat, du jour des deux Chol, retomber dans le Shabbat, en fonction de ce qui se passe sur la Terre. Et ce qui rapprocherait d'ailleurs une question intéressante,
c'est le rapport avec le voyage en avion, puisqu'effectivement, on pourrait définir aussi que celui qui voyage dans l'avion, c'est une question, quel est comment dire, le temps qui le définit, le temps où il est, de l'endroit où il est parti, de l'endroit où il est arrivé, des pays qu'il est en train de parcourir. Il y a une quatrième possibilité. La quatrième possibilité, ce serait de dire que je dirais, elle contourne toutes les autres possibilités. Elle dit tout simplement qu'il n'y a pas de définition du temps pour l'espace, puisque la définition du temps n'est faite que pour la Terre et le globe terrestre. C'est là où on a la définition des sidrei azmanim, vayu leoto, tout le moadim, uliamim, veshanim. Et dans l'espace, les lois de la nature et les temps, et les ordres du temps sont totalement différents, n'ont rien à voir. On n'a peut-être même pas, vous allez voir, comment dire, de mitzvot liés au temps, puisqu'on n'a pas justement les soleils et toutes les différentes possibilités d'entrevoir le temps comme il est sur la Terre. Alors pourquoi je parle de cette question maintenant à la parasha de Noir? Vous allez me dire, bon d'accord, la question est liée à comment dire, la façon de compter le temps, mais pourquoi avec la parasha de Noir? Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi les différents arguments qui sont apportés à cette question, un des arguments qui a été longuement débattu et apporté à ce débat, c'est justement que s'est-il passé à Noach dans la Teva. Pendant la période du Maboul, Noach est enfermé dans la Teva. Donc, est-ce qu'il voit le jour, la nuit, comment le temps passe? Alors, on a une description des mois, de l'année, etc. Et surtout, alors, on pourrait dire la Teva, c'est comme une sorte de navette. Alors, elle n'est pas dans l'espace, elle est ici, mais c'est quand même coupé du temps. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'à la suite du Maboul, on a ce passouk-là qui dit, à partir de maintenant, Rod, Kol Yeme Haaretz, Zerar, Vekatsir, Vekor, Vachom, Vekayitz, Vachoref, Veyom, Valaila, Lo Yishbotu. À partir de Rod, encore, tous les jours de la terre, Zera, Vekatsir, les moissons et les semences et les moissons, le froid, Kor, Vachom et la chaleur, l'été et le printemps, le jour et la nuit, l'oyishbotu, ne seront plus justement annulés, ne seront plus justement dans un état de jachère ou à ne pas justement exercer. Et sur la compréhension de ce passouk, on a une marloquette des Amoraïm qui est ramenée dans le Midrash. Et Rabbi Yochanan dit, les mazalot, donc les astres, lo shimshu kol yudbet chodesh. Pendant toute l'année du Maboul, il n'y a pas eu les mouvements des astres dans le ciel. Le temps était arrêté d'une certaine manière. Et Rabbi Yonatan dit non, les mazalot, shimshu, ils ont continué, c'est pas sur le globe terrestre, c'est dans l'espace, mais l'oya rishuman nikar, puisqu'il y avait la pluie, donc ça a changé totalement la donne pour la terre, et par conséquent, d'après Rabbi Yonatan, d'après les deux, il y a eu ce changement, mais les astres marchaient sans qu'on ait de possibilité de remarquer le passage du jour et de la nuit, puisque la pluie a empêché justement le passage du soleil. Et c'est là où on a une marloquette. Rabbi dit c'est pas que Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui sont des Amoraïm, c'est aussi chez les Tanaïm, puisqu'il est écrit Rod Kol Yeme Haaretz. La question c'est de signifier que signifie ce Rod Kol Yeme Haaretz. D'après Rabbi Eliezer, il dit Rod, c'est la continuité de quelque chose. Et donc, Rod Kol Yeme Haaretz, encore, comme ça s'est produit jusqu'à maintenant, ça continuera à se produire. Et de là, ça correspondrait à la position qui dit il n'y a pas eu d'arrêt des astres. Ça a continué malgré tout à être. Alors que Rabbi Yoshua dit non, Rod Kol Yeme Haaretz, il le traduit comme à partir de maintenant, Mikan chez Shavtu. Pendant toute la période du déluge, il n'y a pas eu justement de mouvement des astres, et Hod se traduirait en fait un peu comme Me'arshav, à partir de maintenant. Le problème d'entrevoir le fait de ne pas compter le temps dans la Teva et pour Noach, c'est que la paracha de Noach est longuement décrite en fonction du temps. Il y a des nombres de jours, il y a le temps à quel moment du mois, quelle journée du mois, ça a commencé. Alors effectivement, c'est traduit en des Chodesh Hasheni, Chodesh Hachad, etc. Mais ça reste malgré tout le rapport au jour et au moment du mois. Alors certains disent, oui, ben, le mois, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas justement la Lune qui apparaît et qui disparaît pour la Terre. Mais puisque la Terre avait été recouverte d'eau, il est évident que le zéra, katsir, les moissons, les saisons agricoles n'ont pas eu cours pendant l'année du déluge. Mais c'est simplement pour le jour et la nuit que se posait la question. Maintenant, est-ce que les Méorotes eux-mêmes ont arrêté pendant le déluge? On a quelque chose quand même d'intéressant, c'est que l'année du déluge a duré pendant 12 mois exactement,
Ça a commencé le 17 Reshvan, en considérant que Reshvan, c'est le Chodesh Hasheni, et ça s'est arrêté le Kaf Zayin Bekislev, tout l'ensemble du déluge. Or, on a du 17 Reshvan au Kaf Zayin Bekislev une année entière. C'est les 11, comment dire, le mois supplémentaire avec le Noël, c'est pour permettre d'obtenir le rapport entre le mois lunaire et l'année lunaire et l'année solaire. Et c'est pour cette raison-là qu'on a effectivement une année qui est précise. Mais alors, si jamais il y a une année lunaire, il y a une année solaire et il y a l'adaptation entre ces ans, c'est qu'il y a quelque chose, malgré tout, qui a fonctionné pendant ce déluge. On a même, suivant certains midrashim, qui interprètent, c'est l'opinion de Rashi, qu'à Rosh Hashanah, on rappelle Noach, parce que c'est le moment où Noach a ouvert justement le Mirsé à Teva, l'ouverture de la Teva. Il voit Charevu Pene Adama, la terre qui est dévastée par le déluge. Mais ensuite, on a pardon, c'est avant, on a le corbeau qui a envoyé le Horeb, et il revient au bout de 40 jours, et après il y a 7 jours, et la Yona qui vient. Comment a-t-on ces journées-là s'il n'y a pas justement les astres qui marchent? Comment s'il n'y a pas les astres, il y a la lumière? Voilà des questions qui sont posées par les Chachamim. Et on a, dans le Midrash, différentes positions pour voir comment calculer le temps dans la Teva. Notamment dans le Talmud Yerushalmi, dans Masechet Pesachim, on nous dit Noach a veillé à alimenter les animaux le jour et la nuit, chaque animal en fonction de ses différentes dispositions alimentaires. Et on se pose la question, mais comment Noach savait-il que c'est le jour ou que c'est la nuit? Là intervient un autre élément de la paracha, c'est qu'il écrit Tzohar Ta'ase la Teva. Tzohar Ta'ase la Teva est interprété par les Chachamim de différentes façons. Et une de ces façons, c'est de dire que Noach a rentré Avanim Tovot ou Margaliot, des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, le Midrash dit, Besha'a Shayu Kehot Yom ou Besha'a Shayu Mavhikot Laila. D'ailleurs, il y a une différence de version entre le Maral de Prague ramène ce Midrash-là en sens inverse. Il dit Shayu Kehot Laila ou Shayu Mavhikot Yom. Lorsque ces pierres-là étaient, brillantes, eh bien, c'était la nuit pour éclairer justement pendant la nuit, alors que quand c'était la journée, il n'y a pas besoin d'éclairer, comme on allumerait la lumière pendant la nuit, ou d'après le Maral de Prague, c'est l'inverse. Pendant la nuit, c'était obscur, et pendant la journée, elle remplissait fonction de soleil. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, on aurait chez Noach la possibilité, de manière artificielle, de compter le temps. Et ça d'ailleurs c'est fait de différentes façons, parce qu'on a une autre version qui dit ce soir, ça ne pouvait pas être d'après cette version-là, une autre opinion qui dit soir c'est une fenêtre. Mais d'après cette version, elle dit on ne pouvait pas que ce soit une fenêtre. Pour la raison très simple, c'est que les mazalot, le shimshu, les astres n'ont pas éclairé. Ça ne sert à rien d'avoir une fenêtre qui s'ouvre sur rien, même si la pluie a cessé de tomber, ben elle n'est pas éclairée. Alors que d'autres pensent qu'effectivement il s'agit d'une fenêtre. Il y a une position très intéressante d'ailleurs, celle du Rashbam, dans son commentaire, qui dit Tsohar. Vous entendez dans le mot Tsohar le mot Yitzhar. Lorsqu'on dit Dagan Tirosh ve Yitzhar, Yitzhar, c'est l'olive, l'huile d'olive. Et il dit, ben oui, Yitzhar, c'est quoi? C'était pas une fenêtre, c'était pas des pierres précieuses, quelque chose de, d'assez particulier, mais c'était l'huile d'olive qui était utilisée pour allumer la nuit ou le jour la teva. Et donc, d'ailleurs, ça rentre dans une idée particulière, selon laquelle, à la sortie de la teva, Noach prend la branche d'huile d'olive que lui a ramené la Yona, et c'est sur cette branche d'olivier que Noach va continuer à éclairer. Il y aurait le passage de l'huile pendant la période de la Teva, et ensuite il y a l'éclairage à partir de nouvelles olives que Noach récupère à la fin par la Yona. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans la Teva, il n'y a pas de méorot, il y a des pierres précieuses, il y a une manière d'éclairer, mais ces manières d'éclairer marquent le jour et la nuit, donc marquent 24 heures habituelles. On ne nous a pas dit qu'elles éclairaient à la vitesse de la rapidité, 24 heures habituelles. Alors on dit, mais oui, mais comment ils sont malgré tout, vu ce qui se produit par route, les mazalotes n'ont pas éclairé, mais ils n'ont pas bougé, ils sont restés figés un peu. D'après cette vision-là, il aurait eu un arrêt du cosmos,
Et dans cet arrêt du cosmos, la moitié du globe terrestre est éclairée par le soleil, l'autre moitié n'est pas, comment dire, c'est la nuit, et la Teva se trouvait du côté éclairé, mais elle ne peut pas être ouverte, donc elle est dans l'obscurité. Et donc, de quelle façon les journées auraient pu être comment dire, connues? Alors là, on rentre dans d'autres solutions. Des solutions de oui, mais il y a des animaux qui savent reconnaître le jour. Le coq qui réveillait le matin. On a certains qui envoient comment dire, le hamor, Nairata hamor. On obtient différentes positions assez originales. Et tous ces comment dire, temps-là, certains vont dire, mais non, mais de toute façon, Noir lui-même n'était pas conscient des journées, des mois et de tout le passage du temps, pour une raison très simple, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décrit le Maboul ensuite en leur racontant à Moshe. Donc à Moshe, eh ben, il lui a donné exactement l'ordre de temps. Mais Noir ne le savait pas. À moins que, et certains alors dans une autre version, vous voyez que tout reste dans l'idée de essayer de trouver le temps, il aurait eu une clepsydre. Ah oui, il aurait eu une clepsydre, c'est-à-dire une manière de calculer le temps avec un écoulement de l'eau, et donc on aurait, comment dire, Noir aurait pu continuer à garder le temps. Vous voyez que les positions sont très, comment dire, originales, mais dans tous les cas, on essaye de trouver une adaptation à la situation de Noir avec le fait de calculer le jour et la nuit. Il y a quand même une certaine clarté, il y a quand même une manière d'éclairer. Rabbi Avraham Ben Ezra, entre parenthèses, a une solution plus simple. Il dit non, mais quand il y avait le déluge, ben, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, c'était la pluie, donc on ne voyait rien. Mais quand la pluie a cessé, effectivement, à Kadosh Baruch Hu, la lumière est revenue, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a montré, a annoncé à Noir qu'il y a eu 40 jours où le déluge lui-même avait duré. En tout cas, voilà plus ou moins ce qui nous est donné, mais tous ces éléments-là, qui sont pourtant longuement discutés chez tous les décisionnaires qui parlent du problème de l'espace, eh bien, sont pas tellement utiles pour résoudre notre problème, notamment le Rav Alperin, dans sa réponse à Ilan Ramon, lui dit, mais on a pu rapporter ces éléments-là, mais ça ne nous intéresse pas tellement, pour une raison très simple, c'est que Noir se trouve sur le globe terrestre, et est-ce qu'il a vu la lumière? Est-ce qu'il n'a pas vu la lumière? Est-ce que les astres ont fonctionné ou non? Mais enfin, il restait malgré tout avec des journées terrestres, dans une dimension terrestre, qui était peut-être momentanément bloquée, mais qui pourtant était terrestre. Notre question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on a quitté la temporalité de la Terre et qu'on est en dehors. Est-ce que là-bas, on a le même ordre des journées comme celles qui se trouvent sur le globe terrestre? Et c'est là la réponse du Rav Alperin en disant Me'ikar Adin, au niveau de la halacha, il n'y a pas dans l'espace aucune mitzvah qui est liée au temps. Le temps est décidé sur Terre, le temps est décidé sur les rapports de l'homme sur le globe terrestre, et c'est quelque chose qui est au niveau de la Torah absolument, comment dire, inadaptable pour l'espace. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce débat-là avait commencé un peu avant, lorsque l'homme a mis le pied sur la Lune, en juillet 69, il y a eu une réponse qui a été donnée par le Rav Ben Sion Firer, qui avait, comment dire, établi un peu dans l'esprit, je dirais, du Rav Alperin, en disant, ben, il n'y a pas là-bas sur la Lune de Beth Amikdash, il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a pas des journées et un temps comme le nôtre, il n'y a pas non plus ni la Torah, ni les mitzvot. Ce à quoi a répondu le Rav Goren en disant, il est d'accord sur le principe qu'effectivement, sur la Lune, on n'est pas tour de toutes les mitzvot, mais il dit, c'est pas la même chose que la fusée qui arrive sur la Lune. Parce que, étant donné qu'elle est dans une situation atmosphérique qui ressemble au globe terrestre, pour que l'homme puisse vivre, donc elle a malgré tout les conditions requises du globe terrestre. Alors sur la Lune elle-même, si on était à l'air libre, je dirais, ou au non-air libre, eh bien effectivement on pourrait il n'y aurait pas la Torah et les mitzvot. Mais étant donné qu'on est à chaque fois dans un endroit clos, si on faisait une moshava, une colonie sur la Lune, et bien sur cette colonie sur la Lune, on ferait comment dire, des conditions vivables pour l'homme, et donc on reproduirait aussi comment dire, des mitzvot comme on les a sur le globe terrestre. Soit à quoi le Rav Kasher dit, mais ce n'est même totalement inadéquat, toutes ces discussions. Il y a des mitzvot qui sont liés au temps, mais pour les mitzvot qui sont liés à l'individu, eh bien, ces mitzvot liés à l'individu sont des mitzvot qui concernent tout le monde, dans quelle que soit la condition et le lieu où il se trouve. Et le Rav Kasher a écrit un livre, Adam Alayareach, pour justement défendre cette position en disant qu'il y a
Alors, il faut après, la question du temps se repose, comment on calcule alors ce temps. Il y a un temps, entre parenthèses, il y a une opinion assez intéressante du Rav Menachem Klein. Le Rav Menachem Klein était euh, un ancien, comment dire, était à New York, le Hadmour de Hongroire, mais il a vécu dans les camps avec Elie Wiesel. Il a rencontré Elie Wiesel dans les camps. Avant la guerre, il a rencontré dans les camps. Il a rencontré ensuite, après la guerre, c'est un des grands poskim. Il a écrit un shoot qui s'appelle Mishnah Halachot. Alors lui, il écrit, mais de toutes les manières, c'est assour bichlal d'aller là-bas, puisqu'il est écrit Venish martem meod le nafshotechem. On n'a pas le droit de mettre sa vie en danger. Donc, de toutes les manières, on n'a pas besoin de réfléchir sur quelqu'un qui fait un issour. Le problème est littéralement évacué. Alors, le premier possèque qui a donné une réflexion sur cette question-là, et peut-être le premier au niveau du temps sur la question, c'est le Rav Shelouch de Netanya. Le Rav David Shelouch a, dans ses Sheilot Utshuvot, Remda Gnuza, au Siman Bet, tout au début, est le premier à avoir réfléchi à cette question-là, et c'était avant même le fait de se poser sur la Lune. C'était en 61, Gagarine est allé dans l'espace et il a posé la question, qu'est-ce qui se passe si jamais c'était un juif qui était parti dans l'espace, comment il aurait pratiqué les mitzvahs? Et il ramène différents passages, dont celui de Noir, mais d'autres encore. Par exemple, il pose la question suivante c'est déjà plus proche de l'espace que la Teva de Noir. Qu'en est-il de Moshe Rabbeinu? Pendant 40 jours, il est dans une situation un petit peu en haut là-bas de la montagne avec un Kadosh Baruch Hu, j'allais dire entre ciel et terre, dans une situation inhabituelle. Et d'après le Talmud, on nous dit il savait qu'il y avait le jour et qu'il y avait la nuit. Alors donc il y a jour et il y a la nuit, même quand on n'est pas sur Terre. Et quelqu'un a voulu amener le Rav Tikoczynski en disant de là on a la preuve qu'il y a quand même des journées de 24 heures, puisque Akadosh Baruch Hu devait dire à Moshe voilà c'est le jour aujourd'hui, voilà c'est la nuit. Il y a d'ailleurs une explication du Midrash qui dit en fonction de ce que Akadosh Baruch Hu lui enseignait, il savait si jamais c'était la Torah Shebirtav ou la Torah Shebe'alpé, la Torah Shebirtav étant adaptée à la journée et la Torah Shebe'alpé à la nuit. Tous ces arguments-là sont tous repoussés par le Rav Shelouch en disant il n'y a pas d'utilisation de midrash ou de situation midrashique pour déduire une halakha. Et là, ces explications sont très belles pour savoir ce qui se passait pour Moshe, mais pratiquement, la halakha n'est pas déduite du midrash. Et lorsqu'on est avec Akadosh Baruch Hu, on n'est pas lié ni aux dimensions matérielles, ni pour manger, ni pour boire, ni pour pratiquer le Shabbat devant Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser ces arguments-là, il n'y a rien à faire. À la différence de l'astronaute, qui est quand même lié au globe terrestre, qui est en liaison avec nous, et donc il y a quand même la chova de toutes les mitzvot, le devoir de faire toutes les mitzvot, dans toutes les conditions et dans tous les espaces. Et le Rav Shelouch répond en disant, sa position d'Halacha, qui est originale, c'est de dire on définit le jour et la nuit comme sur Terre en fonction du lever et du coucher de soleil. Et ça ne le dérange pas qu'on ait des journées d'1 heure et demie, si jamais c'était pour Ilan Ramon. Il comptera 6 jours, 6 levées de soleil, 6 couchers de soleil, et le 7e, c'est l'entrée du jour du Shabbat. Et c'est amusant parce que le Rav Shelouch, il repousse les questions de le Midrash de Moshe Rabbeinu. Mais à côté du Midrash de Moshe Rabbeinu, il utilise comme précédent halachique une chouva du Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui pose la question suivante. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui voyage dans l'espace, sur le globe terrestre, mais qui a kfitzat aderech, et qui a la possibilité, avec des Shemot HaKodesh, ou qui a la possibilité d'avoir, il a tout d'un coup, il voyage rapidement, et il se retrouve très très loin comme ça. Alors s'il voyage avec kfitzat aderech, on connaît bien sûr le Midrash de Yaakov, mais supposons que quelqu'un voyage comme ça. S'il doit aller d'ouest en est, eh bien, son Shabbat va se raccourcir, puisque le Shabbat est plutôt en est et se finit plus tôt qu'il se finit vers l'ouest. Donc, s'il va en arrière, il avance un peu dans le temps, puisqu'il est déjà plus en avancé dans la journée du Shabbat, à quel moment le Shabbat se finira? Et le Rav Yosef Chaim tranche en disant, si quelqu'un voyageait avec Fitzat Aderer, son Shabbat se réduit en fonction de la Shekira de l'endroit où il se trouve. Et pour quelle raison? Parce qu'il est écrit à propos du Shabbat, Bekol Moshvotechem. Bekol Moshvotechem, c'est suivant l'endroit où vous vous trouvez. Donc si quelqu'un à ce voyage arrive dans un endroit d'Ekfitzat Aderech, il finira le Shabbat suivant l'endroit où il se trouve. C'est d'ailleurs une question assez intéressante qui est importante pour les voyages en avion. Lorsque quelqu'un commence, ce n'est pas tellement pour la journée du Shabbat, mais parfois ça peut être problématique pour quand on commence ou quand on finit une journée de jeûne. Est-ce qu'on compte la journée en fonction de l'endroit d'où on est parti? Mais une fois qu'on arrive à l'endroit où on arrive, on devrait, d'après cette position-là, continuer jusqu'au moment où on s'arrête à l'endroit où on est.
De cette réponse du Rav Yosef Chaim, le Rav Chelouche répond en disant ben, pour l'espace, c'est la même chose. Il faut compter le Shabbat en fonction des 6 jours du coucher de soleil. Bekol Moshvotechem. Dans la Moshava, dans la colonie où on se trouve dans l'espace, on fait 6 levées, 6 couchers de soleil et on a une journée. Ce qui est une réponse pour le journée du Shabbat où il est écrit Bekol Moshvotechem, mais ce n'est pas une réponse pour tous les Chagim, puisque les Chagim ne sont pas fixés d'après le Shabbat. Il n'est pas écrit Bekol Moshvotechem pour les autres Chagim. Leur Kiddush Alevana est fixé par les Chachamim en Eretz Israël et il ne devrait pas, a priori, changer dans l'espace. Ce qui pose un problème qui n'est pas simple dans cette position-là. Et même pour décider en fonction de ce qui se produit en dessous, le point qui se trouve en bas, eh bien, on pourrait dire le jour commence et il continue pendant 24 heures. Donc, est-ce que Bechol Moshvotechem, c'est la Moshava de l'espace ou c'est la Moshava qui se trouve sur le globe terrestre? Il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que toute cette manière de trancher la halacha du Rav Chelouche montre que des questions qui semblaient être théoriques pendant des siècles, ou sans avoir aucune avancée technologique, par exemple cette histoire de quelqu'un qui avance, qui voyage avec Kefitzat Aderer, ou qui avance avec un Shem HaKodesh qui prononce et qui le fait avancer dans l'espace, nous permettent parfois de résoudre des problèmes nouveaux, de technologies nouvelles. Ce qui était de la science-fiction au siècle dernier se transforme pour nous comme des questions réelles, et c'est pour cette raison-là que ça peut être pertinent. En tout cas, c'est ce que pense le Rav Chelouche pour résoudre cette question. Ce à quoi beaucoup de poskim s'y sont opposés. Le Rav Ovadia Addaya, qui était un grand kabbaliste de Yerushalayim du siècle dernier, repousse totalement la position du Rav Chelouche en disant toutes ces phrases-là sont divrées shibushim ve shibouché shibushim. Les chachamim ne sont pas toujours tendres, c'est des erreurs et des erreurs au carré. L'omechaven les shoresh à Torah, il n'arrive pas à percer le centre même de la Torah. La Torah est essentiellement dirigée vers le pays d'Israël. Et c'est en fonction du pays d'Israël qu'il faut décider 24 heures suivant l'horaire d'Eretz Israël. Si on est ailleurs dans le monde, Bekol Moshvotechem, mais si on n'a pas d'autre endroit à se rattacher, puisqu'on est dans l'espace, eh bien, on devra avoir les 24 heures en fonction d'Eretz Israël. Ce qui est la même position qui a été reprise par le Rav Sternburg de la Eda Haredite qui dit c'est 24 heures d'Eretz Israël. Et le Rav Kesher a une autre position, lui dit c'est des journées aussi qui commencent à 24 heures, mais elles doivent commencer à partir du moment où on a quitté un endroit terrestre. Puisqu'à partir du moment où il arrive dans l'espace, il commence à compter ces 24 heures qui tournent. En attendant, il compte les 24 heures en fonction de l'endroit où il se trouve. Mais après, il les décrit en fonction de l'espace. Certains ont dit on décrit en fonction de l'endroit où il se trouve en dessous. Et là, il y a encore un élément très intéressant de Ilan Ramot, qui est dans sa question au Rav Yitzhak Alperin. Il lui a donné cette réponse en lui disant mais de toute manière, a priori, il n'y a pas de halacha minha Torah lorsqu'on n'est pas sur le globe terrestre. Même idée Rabbanan, si même quelqu'un qui est perdu dans le désert doit continuer, en ayant perdu tout repère vis-à-vis du temps, à compter 6 journées pour arriver à la journée du Shabbat, de la même manière, lorsqu'on se trouve dans l'espace, midé Rabbanan, il faudra compter 24 heures et ensuite accomplir une journée mitzvot du Zman. Pas dans un cas de Safek, comme on est dans le désert, où il y a il y a un temps, simplement on a perdu, mais comme un endroit Makom Patour, un endroit qui est totalement sans aucune halakha de ce point de vue-là, Zecher la Shabbat. Et ce jour-là, il devra arrêter de faire un travail, il devra faire le kiddush, il devra prier les prières du Shabbat, Zecher le Yom al-Shabbat. Et il lui dit, quand est-ce qu'on commence ces journées-là? Eh bien, on commence à partir du premier point où il a été envoyé. Il commence à la 6e heure, à 18 heures de la journée, et il compte 24 heures à chaque fois, et en fonction de ça, il part. Donc, s'il est parti d'Amérique, c'est en fonction de l'heure américaine. Et Ilan Ramon, ça ne lui a pas tellement plu. Il lui a dit, c'est bien comme position de compter 24 heures à partir du moment où j'arrive dans l'espace, mais ça me dérange de compter à partir de l'Amérique. Moi, je suis d'Israël, la centralité de la terre d'Israël mériterait que je compte ces 24 heures à partir d'Israël. Et le Rav Perrin lui a dit, puisque de toutes les manières, c'est qu'un zecher à la temporalité de l'espace, il lui a permis, et il lui a dit, ce din midera banal, tu peux fixer ces 24 heures sur le moment où tu veux, et par conséquent,
le moment d'Eretz Israël, et c'est ce qu'a fait Ilan Ramon, qui a compté 24 heures en fonction des horaires d'Eretz Israël, à partir de 6 heures du soir, etc., à chaque fois, de manière à garder le rapport vis-à-vis d'Eretz Israël. Tout ce débat est très intéressant. Pour quelle raison? Parce qu'à travers le cas curieux de voyage dans l'espace, eh bien, on a quelque chose de particulier qui nous montre et qui soulève un problème fondamental lié au temps et qui est celui du rapport avec différentes manières d'entrevoir la temporalité que nous connaissons, notamment lié au problème justement de du mouvement de la Terre, la rotation de la Terre sur elle-même, et qui nous rattache pas simplement avec le rapport entre l'espace et la globe terrestre, mais même sur la Terre elle-même. La paracha de Noach a des choses assez remarquables à évoquer, notamment sur deux principes. Est-ce que le mouvement de la Terre a toujours été à cette même vitesse? Autre cas, on aurait un changement du temps qui est lié au temps qu'il faut pour faire le tour en 24 heures sur soi-même ou autour du Soleil. Et deuxièmement, le rapport de la Terre vis-à-vis du Soleil, est-ce qu'il a toujours été de cette façon-là? Et on a des positions très surprenantes, très originales. Par exemple, le Seforno, qui ensuite est repris par le Malbim, parmi les grands commentateurs, qui nous dit, mais en fait, avant le Maboul, il n'y avait pas le décalage de l'angle de décalage de l'axe de la Terre par rapport au plan elliptique. C'est-à-dire que la différence des saisons qui est définie pour nous par justement le décalage, l'angle qui, 23 degrés à peu près de décalage où la Terre est penchée par rapport au plan de l'écliptique, eh bien, il n'existe pas et par conséquent, la Terre était avec une égalité du jour et de la nuit tout au long de l'année, comme si on était exactement, un axe perpendiculaire au plan de l'elliptique du Soleil et de la Terre. Et cet axe-là, la Terre est totalement droite perpendiculaire par rapport à cet axe est perpendiculaire, et par conséquent, il n'y a pas de différence de climat, il n'y a pas de différence de saison, il n'y a pas de différence entre hémisphère nord et hémisphère sud. Vous voyez, tout un tas de choses très intéressantes, et qui font que ces différences de climat font que les saisons sont totalement équilibrées, et le Malbim en profite pour expliquer à travers ça tout un long développement, pour dire que c'est qu'à la suite du Maboul, que la Terre a dévié un peu de ce plan elliptique et a créé cet angle-là qui crée l'hiver sur l'hémisphère nord différent de l'été sur l'hémisphère sud et inversement, et qui crée une différence de climat qui a fait que les journées, le temps, les générations ont été différentes, et on voit que les générations commencent à diminuer ensuite. Il essaye d'attacher une explication de ce domaine-là. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu différence de climat, différence d'époque, glaciaire et autres, et on sait que ces éléments-là, c'est ce que le Malbim, à son époque, on commence à le découvrir et évoque, en disant effectivement, les dinosaures ont vécu à une époque tropique. Ah ben voilà des animaux qui ont été détruits quand on est passé vers le glaciaire. Et bien le Malboul aurait été la cause de tous ces cataclysmes, de tous ces changements-là. Mais vous allez dire que c'est quelque chose de très lointain et j'allais dire, d'hypothétique. Mais ce qui est beaucoup moins hypothétique, c'est les conditions recensées et connues du mouvement de la Terre et de la vitesse et du temps qui change pour nous par rapport à la vitesse de rotation de la Terre. Pour nous, aujourd'hui, à la vitesse, ça dépendra bien sûr de là où on se trouve dans le monde, mais à l'équateur, si on considère qu'à 40 000 km de diamètre, donc 40 000 km par jour, eh bien, ça fait à peu près à l'heure 1666 km, 460 mètres à la seconde. Ici, on est en Israël, 32e parallèle nord. À 32e parallèle nord, on a 34 000 à peu près kilomètres de diamètre par jour. Donc, on a 1416 km à l'heure. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure, je ne sais pas si vous avez senti, les 700 km que nous avons parcourus depuis le début de ce cours. J'imagine que vous avez encore le vent en poupe du sentiment du mouvement qui s'est déroulé. Autour du Soleil, c'est encore plus grave, parce qu'autour du Soleil, il faut faire 940 millions de kilomètres en 365 jours. Hein. Ça vous fait 107 000 km à l'heure. 107 000 km à l'heure, ça décoiffe.
Et là, je veux dire, encore une fois, j'imagine que. Et si la Terre s'arrêtait de tourner, ce qui, vous sentiriez le souffle, hein, les cataclysmes, les bâtiments s'effondraient, les tsunamis, etc. La vitesse de 460 mètres à la seconde de la rotation sur elle-même, c'est une fois et demie la vitesse du son. Le son, c'est quelque chose de 340 mètres secondes. Donc, c'est quelque chose plus qu'un avion hypersonique, à peu près. On est à la vitesse de ça, si on s'arrêtait. Et il n'y aurait pas de jour et de nuit. Le froid et le chaud auraient changé. On retombe dans une ère glaciaire immédiatement. L'arrêt de tous les champs magnétiques qui protègent la Terre. Et donc, immédiatement, destruction, radiation cosmique. Vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant. Le Maboul, qui produit ce genre d'événement, lorsqu'il est écrit Vaï les Shiva Tayamim ou Mea Baboul Ayu Alaretz. Le Talmud le définit, le décrit de cette manière-là. Aïta Hama Yotzet Bama'arav Veshokarat Bamizrach. Eh bien, tout d'un coup, on aurait comme presque, c'est plus comment dire, une rotation presque en sens inverse, le soleil ne tourne plus dans le bon sens. Mais en fait, on a quelque chose de très concret et qui pour nous est très important au niveau de la réflexion vis-à-vis du temps, c'est qu'il n'y a pas un arrêt de la rotation, mais il y a un ralentissement de la corotation. Et ça, c'est quelque chose de recensé, décrit et même précis aujourd'hui, qui est valable sur toute l'histoire du monde. Les causes sont les crues et les marées. Alors, on évalue le ralentissement dû simplement aux crues et aux marées à 2,3 millisecondes par siècle. Les tremblements de terre, les tsunamis, l'activité sismique. Pour le tsunami de 2004, on évalue un ralentissement de 3 microsecondes. Il peut y avoir différents astéroïdes qui arrivent sur la Terre, et la description du Maboul est aussi faite sur cette évocation. Dans Maseret Berachot, il est écrit à propos de Va'arubot Hashamaim Niftahu, les ouvertures du ciel se sont ouvertes. On dit qu'est-ce que c'est que ces ouvertures qui ont permis à Kadosh Baruch Hu, Natal Shne Kochavim Michima Vevi Maboul, et pour fermer, il a pris Shne Kochavim Mi'ayish Vestama. C'est quoi ces Kochavim Michima? Chima, ce sont les Pléiades. Aïch, c'est Arcturus. Eh bien, comme si Akadosh aurait déplacé les différents astres pour pouvoir justement amener la Terre. Ce qui veut dire ralentissement de la vitesse de la rotation de la Terre. Et cette évaluation est très intéressante. Pour quelle raison elle est intéressante? Parce qu'elle nous met, j'allais dire, de plein pied dans le changement du temps que nous vivons et nous ne sommes pas conscients tout le temps. On l'évalue aujourd'hui, finalement, après tous les phénomènes, en les marées de côté, à peu près à 1,7 millisecondes par siècle. Une évaluation qui fait ralentir la vitesse de rotation de la Terre. Ce qui signifie que la journée est rallongée, puisqu'il faut un peu plus de temps pour pouvoir faire le tour du Soleil en une journée. Ce qui veut dire que si on le prend sur une durée, et c'est un chiffre qui a été donné, mais c'est très intéressant pour nous, on nous dit que s'il y avait 1,4 à peu près milliard d'années en arrière, les journées ne faisaient que 18h40. À l'époque des dinosaures, 250 millions d'années en arrière, les journées faisaient 23 heures. Aujourd'hui, on est à 24 heures. Mais si on se projette dans l'avant, dans 200 millions d'années, on évalue à 25 heures le temps d'une journée. C'est formidable comme raisonnement. Les journées, alors on parlait une fois de l'évolution de l'espérance de vie. Et puis l'espérance de vie se rallonge, les journées sont devenues plus longues. On a vu combien on aurait pu disposer, une étude très intéressante qui montrait si on disposait du temps qu'on gagne en fin de vie et on le répartissait dans chacune des journées de la vie, combien de temps gagnerait-on par jour? Hein, même nombre d'années, mais avec des journées plus longues. Là, on nous dit que par le ralentissement de la Terre, on aura des journées plus longues, avec différentes fluctuations de la saison. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Le temps peut différer sur Terre et dans l'espace, le temps peut différer au cours du temps. Et là, c'est un paradoxe incroyable. Cette réflexion sur le rythme du temps est pour nous fondamentale, parce que c'est sur elle qu'on va devoir réfléchir tout au long d'une réflexion sur le temps. Il y a différents temps terrestres et de l'espace, différents temps aujourd'hui et le temps de millions d'années en arrière ou de millions d'années en avant, et nous vivons sur tous ces temps en même temps. Nous vivons sur différents temps et nous avons la possibilité de s'y adapter. Il y a une blague fameuse de quelqu'un qui est gardien au muséum d'histoire naturelle où il y a un grand squelette de dinosaure. Et quelqu'un vient visiter et lui dit mais de combien de temps date-t-on ce dinosaure? Ce à quoi le gardien lui répond en disant il a 120 millions d'années et 11 mois.
Alors la personne dit, mais pourquoi 120 millions d'années, 11 mois? Il dit, oui, j'ai pris mon travail, il y a 11 mois que je travaille ici, et quand je suis rentré, on m'a dit, ça fait 120 millions d'années. Donc assurément, il y a maintenant 120 millions d'années et 11 mois. Alors ça nous fait rigoler, parce qu'on dit, mais comment on arrive à adopter et à coller un temps court, rapide, le temps des mois de la vie de l'homme, et le temps des millions d'années comment dire, d'espèces humaines. Mais on fait ça sur tous les domaines. Sur tous les domaines, nous accolons un temps long et un temps court. Abraham était il y a 4000 ans, donc on calcule Abraham 1948, ensuite on aurait jusqu'à l'ère vulgaire 1812 ans, et 2024, 2025, on aurait maintenant. Donc on a à peu près 4000 ans pour Abraham. La géométrie, les sciences, qu'on évalue rapidement à l'époque grecque ou égyptienne, à moins qu'on lui donne une petite antiquité mésopotamienne, 2500 ans. Tiens, l'histoire de la Emouna est plus ancienne que celle des sciences. Les empires, les États, les gouvernements, quelques centaines d'années. Les gouvernements, même pas quelques dizaines d'années, quelques années. Ce n'est pas le même temps. Est-ce qu'il y a des courts-circuits de temps entre un temps long et un temps court, un temps religieux, un temps scientifique, un temps politique? Nous avons différentes horloges, et ces différentes horloges calculent différents phénomènes. Pour parler du Big Bang, de la création, de l'évolution, si on la voit sur le Big Bang, c'est une horloge milliardaire, 13 et quelques milliards d'années. Si on voudrait parler de l'apparition de la vie humaine, il nous faut une horloge qui compte les millions. Si on voudrait parler des civilisations, des cultures millénaires, de Adam à Rishon, à Abraham Avinu, lorsqu'arrive un être pensant de Emouna, on n'est plus que dans des milliers d'années. Ensuite, les sciences, les arts, centenaires, les royaumes séculaires, la vie personnelle, quelques dizaines d'années. Et le calendrier annuel, mensuel, nos montres nous donnent des horaires, et puis nous avons un temps très particulier, je ne sais pas si on aura l'occasion de le traiter, les heures, la journée, la zriha, la shkia, on devient dans un ton très très court, très très rapide. Nous vivons sur plusieurs horloges en même temps, et la question essentielle, c'est comment arriver à rassembler tous ces différents temps. La ligne chaude qui rattache, qui relie des temps qui sembleraient disparates, eh bien, je propose, et nous allons essayer de la voir dans plusieurs reprises, comment dire, dorénavant dans les cours qui vont suivre, eh bien, c'est la Torah. Le point qui nous permet de distinguer les différents rythmes. Alors, je voudrais d'abord, avant de rentrer plus en détail, une nuance importante. Qu'en musique, on distingue comment dire, de manière essentielle la distinction qui existe entre rythme et tempo. Elle est très importante parce que justement, elle va nous donner, au niveau spirituel, le sens, comment dire, le rapport à un certain temps qui nous rattache, le temps terrestre, comment dire, de l'espace, ou le temps des différentes horloges. Le rythme nous parle d'une certaine proportion qui sépare le temps. Vous avez une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, c'est un rythme, 3, 4. Le tempo nous donne la rapidité d'exécution. Vous pouvez faire ce rythme-là en dante, allegro, presto, prestissimo. Vous voyez, en musique, on a ce point qui est très important. On a le rythme d'une part qui nous montre la manière de partager le temps, mais on a le tempo qui est justement la façon dont ce temps est lui-même exécuté. Ce sur quoi nous disions, le rythme de la Terre ne change pas, puisqu'elle est toujours avec un rythme d'une journée, jour et nuit, etc. Mais le tempo change, on va de plus en plus lentement. On exécute ce même rythme-là, jour et nuit, avec un tempo beaucoup plus lent qui va en ralentissant. Le temps des galaxies diffère de celui des planètes, diffère des cristaux, diffère des vivants. L'horloge nous donne un rythme, et alors là c'est important. Il y a deux éléments de mesure, l'horloge et le métronome. Quel est celui qui est le plus riche au niveau du temps? Sans aucune hésitation, le métronome. Je vous explique. L'horloge nous donne le rythme. Un rythme qui ne varie pas, mais il nous donne un seul rythme, un seul temps, un seul tempo, qui ne change pas. Les heures, les secondes, le tic-tac. L'horloge est comme un métronome qui a un seul tempo. Impossible de changer ce tempo. C'est d'ailleurs son utilité, puisqu'on ne le change pas, il peut nous donner un temps T qui va être un temps qui va être le même pour tout. Et donc il nous permet de dater, de mesurer, d'avoir quelque chose d'exact. Le métronome, par contre, nous donne le tempo suivant la variation du curseur. Il peut être plus rapide ou plus lent.
Et ça, c'est très important pour nous. Le métronome nous permet donc de mesurer pas simplement un rythme, mais aussi un tempo. Et ça, si on l'adapte dans la conception plus large du temps, eh bien, la vie de l'homme, la vie du monde, de l'espace, de la Terre, eh bien, elles sont plus ou moins les mêmes, sauf qu'elles suivent des tempos différents. La Terre tourne lentement, à un tempo très très court, alors que l'homme va court, pense, va rapide et allégro. On a des marées qui nous traduisent le jour et la nuit, et on a le pouls et la respiration qui ne sont pas les mêmes. Les marées, les jours et les nuits ont avec la respiration au même rythme, mais dans un cas, pour les marées de jour et la nuit, c'est adagio, c'est un temps beaucoup plus lent, alors que pour nous, c'est vivace, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Le virus de la grippe, eh bien, il mute très rapidement, il est dans le presto, lui. Vous voyez, on a tous différents temps, vie, mort, etc., des mutations, mais on a des mutations qui peuvent être majestueuses, qui peuvent être andante, ou qui peuvent être au contraire beaucoup plus piano, prestissimo. Et ces éléments-là sont importants pour nous. Pourquoi? Parce que dans le temps de la Torah, on a différents rythmes et différents tempos. Et ça, c'est très important pour nous. Toute la question de tout à l'heure d'Ilan Ramon, est-ce que le temps de la Terre est le même que celui de l'espace, est basé sur une même considération. Il faudrait avoir un même tempo, Zericha, Shkira, le lever, le coucher du soleil, et puis alors à ce moment-là, le rythme est le même, mais est-ce qu'on va changer de tempo? Est-ce que lorsqu'on est dans l'espace, on le fait suivant la vitesse de l'espace, à la différence de celui qui est sur la Terre? Mais c'est quelque chose qui est essentiel au niveau du sens du temps dans la Torah. Vous avez différents rythmes qui sont évoqués avec, par exemple, un rythme de 10. Je vous en donne des exemples. On vous parle Asara Mahamarot, Asara Nissim, Asara Devarim. Ces différents rythmes n'ont pas le même tempo. Les 10, la suite de 10 pour les Mahamarot de la création du monde, ou pour les Nissim des Makot Mitzraïm, ou les Asara Devarim de Aseret à Diberot, ont un tempo totalement différent. Prenons au niveau temporel lui-même. Eh bien, j'allais dire l'unité de temps sur laquelle on dirige pour réfléchir, c'est le chiffre 7 de la création, des jours de la création. Sheva Yamim, oui, ça c'est le rythme, un rythme de 7. Mais ce rythme de 7 se décline en fonction des journées, ça c'est la semaine, mais il se décline en fonction des semaines elles-mêmes, c'est les Sheva Shavuot de Pessah à Shavuot, il se décline en fonction des Sheva Chodashim, en fonction des Sheva Shanim, il se décline même en fonction des Sheva Alfe Shanim, 7 millénaires, et on a même des visions encore plus larges d'un tempo extrêmement rallongé, qui est celui des 7 fois 7 millénaires, l'idée des Shemittot des kabbalistes. De la naissance à la mort d'une étoile, même rythme, mais un tempo de millions d'années. De la naissance à la mort d'une civilisation ou d'un homme, même rythme, mais tempo beaucoup plus rapide. Quel est le curseur qui nous permet de faire varier le temps comme on varie sur le métronome le curseur pour pouvoir justement changer de tempo? Eh bien, il semble que la Torah glisse sur les mamarot de la création, sur les lieux, le Beth Amikdash, Yerushalayim, Eretz Israël, sur les temps, Ben Hashemashot, Shkira, Zricha. La Torah définit par ses différentes réflexions sur le temps le rythme et le tempo qui vont définir la vie des personnes, la vie du Ham Israël, la vie de la nature ou de la création du monde. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que j'aurais presque envie de terminer en évoquant celui qu'il a décrit de manière littéraire, de manière la plus amusante, c'est le Petit Prince qui disait j'aime les couchers de soleil, et un jour j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et vous connaissez la question, est-ce que le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Il dit oui, la planète s'est mise à tourner de plus en plus vite, et maintenant la lumière de réverbère, j'allume et j'éteins une fois par minute. Eh bien, voilà le tempo qui a changé, voilà les 43 fois qu'il y a un état d'âme. Pour le juif, c'est quelque chose de différent. Dans un temps différent, comment emplir de Kedusha la dimension temporelle? Il y a le coucher du soleil, qui n'est pas dans la tristesse, mais au contraire dans la définition d'une nouvelle journée qui va arriver, avec l'espoir qu'une nuit va passer vers le jour. Est-ce qu'on a à travers ce temps qui arrive, alors c'est pas une fois, comment dire, j'allume et j'éteins une fois par minute, j'ai à chacune des minutes de la vie, c'est pour ça qu'on a par exemple l'idée des Mea Berachot par journée, voilà une journée, j'ai 100 manières de scander ma journée par 100 Berachot, la possibilité de transformer ce temps en
en consistance morale, spirituelle de Kedusha. C'est la fait d'atteindre, au bout d'un certain nombre de journées, le saint tempo le jour du Shabbat. C'est la possibilité d'atteindre, dans les journées même de la semaine, des petits Shabbats de la semaine. Rabbi Yehuda Halevi avait cette merveilleuse phrase, lorsqu'on lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je prie 3 fois par jour. » On dit « Oui, mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps ?» Et le reste du temps, je m'achemine d'une prière vers l'autre. Le Shabbat est aux yeux de Rabbi Yehuda Halevi la prière de chaque jour. Chacune des 3 prières est comme un petit Shabbat dans la journée. Et ces petits Shabbats nous permettent de progresser d'une prière à l'autre, suivant un tempo bien réglé, selon lequel on aurait des moments de travail, des moments de sanctification, où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est valable pour les jours de la semaine, c'est valable pour les heures même de la journée, c'est valable pour l'ensemble de la façon de scander notre temps. Vous voyez que la question qui se posait au départ, qui semble technique, même un peu amusante ou curieuse, originale, qu'est-ce que fait Ilan Ramon dans le ciel, à part le côté anecdotique de la question, nous met de pied dans le problème des différents règnes de temps dans lesquels nous vivons. Entre ces différents règnes de temps, il y a une réflexion profonde. Elle peut être faite sous le mode de la halacha, sous le mode du midrash, sous le mode simplement de la réflexion, de l'approfondissement philosophique, de l'approfondissement scientifique à différents niveaux. Mais dans toutes ces différentes manières d'entrevoir le temps, il y a une manière particulière qui est définie par la Torah et qui nous permet de rentrer et de donner à son temps une certaine dimension de Kedusha. C'est cette dimension que nous allons essayer d'entrevoir dans les différentes rencontres qui nous suivront au gré des parachutes. Alors chacune a différentes évocations, différentes relations vis-à-vis du temps. Nous allons essayer de les entrevoir quelques-unes dans les prochains cours. Fonctionne. Super. Toda Rabba Rav. Des questions, les amis. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et participer. Oui, bonsoir Rav. Une petite question. Celle-là. J'aimerais peut-être que j'ai loupé une petite partie. À quel endroit voit-on que le temps s'est arrêté dans le déluge? Et également, en quoi cette césure est importante dans le récit du Tanakh et le développement de l'humanité de manière générale? Allumez votre micro, Rav. Oui, alors j'ai évoqué tout à l'heure. Premier point, c'était lorsqu'on nous évoque qu'après le déluge, Rod kol yemei haaretz zera vekatzir vekor vachom vekaïd vachorev veyom valayla lo yishbotu. S'il est écrit à partir de maintenant lo yishbotu, c'est une marloquette dans le Midrash, certains disent, donc c'est qu'ils ont été shoftim pendant toute la période du déluge. S'ils ont été shoftim, c'est donc un temps l'arrêt. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le changement de climat ou le changement de la situation de la Terre. Le Sforno et le Malbim présentent une idée selon laquelle la situation actuelle avec l'inclinaison particulière de l'axe terrestre par rapport à l'écliptique et suite au Maboul, elle n'a pas été, était différente avant, ou en tout cas était absolument, la Terre, l'axe de la Terre était perpendiculaire au plan écliptique, et c'est ce qui a fait changer, qui a donné justement les saisons, qui a créé la situation actuelle. Donc le temps aurait changé de cette façon-là. Mais cette idée-là, qui peut se rattacher à des hypothèses ou à un imaginaire midrashique, est donnée par la réflexion toute simple de la rapidité du trajet de la Terre qui va effectivement en ralentissant de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Donc, qui nous permet de commencer la réflexion sur un temps qui est en mouvement. Le grand problème du temps, c'est lorsqu'on dit le temps va de plus en plus vite. Le temps, il va de plus en plus vite. Vous connaissez cette phrase, par rapport à quoi il va de plus en plus vite? Pour aller de plus en plus vite, il faut aller la vitesse par rapport au temps. Donc le temps va de plus en plus vite par rapport au temps. Bon alors oui, mais alors c'est quoi le premier temps dans lequel on va de plus en plus vite? Vous voyez, c'est ce problème-là. Et c'est j'allais dire, dans ce sillon, dans ce sillage du temps, que cette réflexion nous propose. Et je proposais de dire que la Torah, la Kedusha, les mitzvot, la manière de scander le temps avec un tempo qui change en gardant un certain rythme, et le côté intéressant, je dirais, d'une réflexion de la Torah sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup.
Je peux poser une question. Je peux poser une question. Oui, oui, avec plaisir. Oui. Allô? Oui? Oui, oui, oui. Oui. Non, je vais dire. Mais par exemple, à Bereshit, pour la création du monde, comment, alors quand on dit Yom Echad, Oui. par, alors, par rapport. Oui, là, vous soulevez un problème très intéressant, mais j'imagine qu'on n'a pas le temps là maintenant de prendre 1 heure pour faire le shiur de Bereshit, qu'on n'a pas pris, puisqu'il n'y avait pas de dimanche soir sur la semaine de Bereshit la semaine dernière. On était encore dans Sukkot. Et la question, c'est comment on définit la journée. Avant de définir la journée dans l'espace, vous pourrez me dire, mais il fallait d'abord définir la journée sur Terre, ce qui est une question très importante, mais c'est un autre shiur, c'est pas le. Faudra attendre, Daniel, l'année prochaine, quand on Voilà, fera Bezrat Bereshit. Hachem, en espérant que l'année prochaine, on tombe avec un dimanche qui précède Bereshit. Ou alors, Bli Neder, on le fera quand même si c'est sur Noir, on le fera sur Bereshit. On reprendra ça. D'autres questions? Il y a une question sur le chat, Rav. Parlons ici de l'essence de Shaot Zmaniot. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Non, écoutez, Shautzman est un sujet très intéressant. Encore une fois, je ne sais pas quel va être le hasard des Shabbatot qui nous font tomber une semaine sur deux, mais c'est prévu de parler des Shautzmaniot. Si, Ok. Bezrat Hachem. Yofi. D'autres questions? Oui, Merci. oui, merci. Et comme d'habitude, c'est brillant. Mais c'est pas directement sur ce temps, cette partie du temps que je me questionne. C'est sur ce qu'on appelle Yom Sheni chez Galouyot. Normalement, si on était à Babel, on est donc à l'est de Jérusalem, effectivement, on attendrait qu'on déclare la journée à Jérusalem. Mais quand on est aux États-Unis, par exemple, à 7 heures d'écart, moi, quand je commence ma journée en Israël, ils ont déjà fini. Donc, on devrait faire le Yom Sheni un jour avant et pas après. Autrement dit, quelle est l'origine du Yom Sheni chez Glaluyot? Non, le Homme chez les Galilot est une takana des Chachamim, à cause justement du peuplement du peuple juif à l'époque des Chachamim dans la Mishnah entre Bavel et Eretz Israël. Et à partir du moment où ça a été défini, ça a force de loi sur l'ensemble comment dire, de tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, où le temps d'arriver pour pouvoir recevoir la nouvelle et comment dire, ne suffit pas entre le Rosh Chodesh et le 15 le jour du Hag, que ce soit Pessah, Shavuot, Pessah ou Sukkot. Donc on a besoin d'ajouter une deuxième journée. Les Rachamim, de ce point de vue-là, n'avaient pas de juifs qui étaient à l'époque d'Amérique, donc n'ont pas qu'on fait une takana générale pour l'ensemble des juifs. Maintenant, plus en détail de ça, je préviens parce que c'est des questions très intéressantes. Le sujet du temps est un sujet très intéressant, mais vous imaginez tous que je ne vais pas en une soirée épuiser tous les sujets qui traitent du temps. Bezrat Hachem, on a une année ou plus ensemble, on aura l'occasion de parler de différents aspects, notamment Yom Tov Sheni chez le Galot, c'est un sujet très intéressant. On me demande quelle est l'heure d'été et l'heure d'hiver, et c'est un enjeu sur les horaires de. Oui, effectivement, je m'excuse, non, mais je veux dire, chaque question que vous soulevez est fondamentale, passionnante, mais c'est presque un chiour en soi. Donc, je veux dire, c'est difficile Bon, on les ne peut gens pas sont tout revenus faire à d'un coup. l'étude, Rav. Malheureusement, l'une des caractéristiques du temps par rapport à l'espace ou de l'écoute par rapport à la vue, c'est que le temps demande justement du temps pour dérouler le temps. Alors que l'espace, on peut tout voir, plaquer ça d'une manière. Donc il va falloir du temps pour dérouler tous les sujets qui sont liés au temps et espérons que Dieu nous donne le temps de le faire. Toda Voilà. Rabba, est-ce qu'il y a quand même une question qui est liée au cours directement? Quelqu'un qui veut me poser une question? Bechavod. Moi, j'aurais été tenté, par rapport au fait qu'il y ait le Hibour à Chodesh, que les Chachamim ont toujours eu ce principe donc d'être lié au fait qu'il soit Yodé Haïti, mais est-ce que le bouleversement du fait de changer la nature, l'ordre des choses dans le temps, est-ce qu'il n'y a pas justement un bouleversement au niveau de ce rythme, de ce tempo, par le fait de rajouter un 13e mois ou par le fait Non, oui, oui, non, c'est exact, disons comme ça. Là, je posais des jalons avec le rythme et le tempo. C'est important de le garder. Et vous allez voir, effectivement, le sujet du Hibur Chodesh, qui n'était pas notre sujet aujourd'hui, est un sujet fondamental et qui voit aussi cette question-là, puisqu'on a, de manière réelle, là, on a deux rythmes différents, celui de la Lune et celui du Soleil, qui ne sont pas du tout les mêmes rythmes, puisque ça prend, je dirais, de façon, le temps qu'il faut, avec une différence. J'en parlais tout à l'heure avec l'année du Maboul, avec les 11 jours de différence, un mois et 11 jours qui demandaient comment dire, pour calquer l'un sur l'autre. Et donc, je ne fais que formuler votre question, qu'il faudra entrevoir quand on parlera plus précisément du calendrier juif, c'est que
on a besoin de trouver deux rythmes différents, celui du soleil et celui de la lune, et de les faire correspondre. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile. C'est une des, peut-être des merveilles de, comment dire, presque quelque chose qui relève presque du miracle. Qui relève presque du miracle. Comment tout le peuple juif a adopté une manière de faire coïncider le Loir, lorsqu'on n'avait pas ni digital, ni des louchotes déjà préparés pour toutes les années. Et dans toutes les communautés juives, on a réussi à le faire. C'est quelque chose de passionnant, mais ça demande ça a pris près de 1000 ans pour se faire. C'est-à-dire qu'au début du Xe siècle, ce n'était pas encore totalement conclu pour l'ensemble du peuple juif. Il y a une époque où dans ce rapport de calendrier dont vous parlez, de ce Hibour, eh bien, il y a une différence entre Babel et Eretz Israël. Il y a une époque où on a fait Yom Kippour sur 2 ans différents de 2 jours entre Babel et Eretz Israël. On aurait pu rester dans quelque chose de terrible et le peuple juif aurait été scindé. Ou aurait comme des instances dans d'autres religions qui proclament tel jour le ramadan, d'autres jours le ramadan. Non, on a finalement, par la force de certains chachamim, le dernier en cause c'était Rav Sadia Gaon, qui a réussi à imposer un seul système et qui a été adopté par l'ensemble du Ham Israël, justement pour faire cette coïncidence des tempos, pardon, des rythmes dans ce cas-là. Ce n'est pas les tempos, c'est les rythmes. Un rythme différent du soleil et de la lune pour avoir 2 calendriers différents. Maintenant, le détail de tout ça, bien entendu, on aura l'occasion, j'espère, de l'étudier ensemble. תודה רבה. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Shuraki. תודה. Donc, dans 2 semaines, c'est ça, hein, si Dieu veut? Ça t'achève. Oui. Yofi, Kol Tov. שלום שלום.